Pourquoi faut-il plus de femmes dans le métal? Oh, le sujet délicat que voilà. Je me permets donc un petit disclaimer, je sais que je peux compter sur la grande intelligence des gens qui m'écoutent, et notamment ceux qui me suivent habituellement, mais on n'est jamais à l'abri de tomber sur quelques imbéciles en délicatesse avec leur masculinité, convaincus que quand on promeut les unes, c'est pour abaisser les autres. Je tiens énormément à la liberté d'expression, mais pas à n'importe quel prix. Je considère donc qu'insulter quelqu'un sous prétexte que son orientation, ses idées ou son sexe sont différents des nôtres, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un délit. Ainsi, tout message à caractère misogyne ou dénigrant sera évidemment modéré. Aucun problème avec le fait d'être critiqué, je gère très correctement les choses, mais ma zone de commentaires ne sera en aucun cas un endroit où quelqu'un d'autre que moi puisse se sentir attaqué. Et dans l'autre cas, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager. Allez, on est parti. L'idée de cette vidéo prend son point de départ au Hellfest 2022, lorsque, à la fin du concert du groupe de punk parisien Pogo Car Crash Control, la bassiste du groupe, Lola Frichet, tourne sa basse pour dévoiler un message qu'elle a écrit avec du scotch, avec du gaffer, sur lequel il y a marqué « More Women on Stage ». Ce slogan a vite fait le tour des réseaux sociaux et a été repris depuis par de nombreux musiciens et musiciennes. Son projet, maintes fois exprimé depuis, a pour but d'encourager les femmes, les petites filles, à prendre un instrument et à monter sur scène. Bien que l'artiste souhaite décorréler cette démarche des différents mouvements d'affirmation féminin de ces dernières décennies, MeToo en tête, la démarche est évidemment féministe dans sa définition la plus simple qui soit d'aider en mettant la lumière sur un manque, à inverser la tendance de la surreprésentation masculine dans le domaine artistique qu'est le métal. Et pour parler de tout ça, et notamment de la place de la femme dans le métal, j'ai eu l'immense chance de croiser la route de Charlène Bénard, doctorante en sociologie des médias à la Sorbonne Nouvelle. Je m'appelle Charlène Bénard, je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication, mais on va dire sociologie des médias, parce que personne ne sait ce que c'est les sciences de l'information et de la communication. Et j'étudie un genre de métal qui s'appelle le métal symphonique, et je me demande en quoi son appellation française dans les années 2000, qui était le métal à chanteuse, en quoi ça forme un genre musical. Et j'interroge ça sur un plan médiatique dans la presse métal française, au niveau de la scène, sur l'accueil des groupes étrangers et la production locale des concerts français, et également sur tout ce qui est réception, sur les goûts. On suppose souvent que le métal à chanteuse, c'est quelque chose qui est préféré par les femmes, qui est écouté par les femmes, qui est fait par les femmes. Donc voilà, dans un cadre assez complet, production et réception... Voilà, mon travail. Pour la faire courte, Charlène a décrypté des décennies de presse métal afin de pouvoir quantifier et analyser le traitement du féminin au sein de cette presse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser quelques chiffres. D'ailleurs, pour ce qui est des chiffres énoncés dans cette vidéo, comme pour pas mal de choses dont je vais parler, comme d'habitude, vous retrouverez des liens utiles ou les liens qui m'ont servi de source en description de la vidéo. Les femmes représentent 34% des artistes dans le milieu des scènes vivantes et musicales en France. Ce qui est, considérant qu'elles représentent 52% de la population française, une sous-représentation certaine. Mais quid du métal ? Dans le métal, elles sont... 3%. Alors d'où vient cette sous-représentation absolue, 3%? Du fait que l'énergie et la rage qui caractérisent la musique métal soient des attributs plutôt historiquement accordés aux hommes? C'est probable. Reste que dans le punk, la part des femmes est beaucoup plus élevée. C'est donc qu'il y a sûrement d'autres raisons. Peut-être par exemple le manque de modèles dans le hard rock, même s'il y en a quelques-unes. Dans le punk, des modèles aussi évidents que Patti Smith ou Six You and the Banshees par exemple ont sûrement énormément aidé. Pourtant il y a toujours eu des femmes dans le métal, mais vous allez voir que l'évolution de leur représentation au fil des décennies est assez révélatrice. En termes de femmes dans le métal, il y a eu plusieurs grandes périodes. On va dire, elles sont là depuis le début. En tout cas, pas en des très grands nombres, mais elles sont là depuis le début. Si on commence à apprendre les histoires du métal qui sont faites habituellement, type Black Sabbath et les précurseurs d'avant, elles font partie des précurseurs, mais la première chose qui est curieuse, c'est de voir qu'elles sont facilement écartées de l'histoire du métal. Prenons le groupe Coven, qui est actif depuis les années 60, avant Black Sabbath, qui est souvent cité de manière ouverte comme une influence de Black Sabbath. Enfin, rien que dans Rolling Stone, dans les années 70, il disait que Black Sabbath était peut-être une réponse à Coven. Et en fait, donc c'est un groupe de rock psychédélique avec des hommes et une chanteuse. Et ce groupe Coven a popularisé en tout cas beaucoup de symboles, pas tellement des traits musicaux, mais des symboles visuels et sémantiques, qui vont prendre des grandes places dans le métal, comme les symboles de l'occulte, de la sorcellerie, et surtout ça,
en fait, qu'on voit derrière la pochette de leur album de 69. J'ai des réserves sur l'aspect métal de la musique de Coven, mais au niveau de l'imagerie, c'est indéniable. Le groupe n'a pas eu un grand rayonnement, mais c'est plutôt à mettre au débit de sa maison de disques qui a eu peur de l'aspect satanique en plein procès Manson. Et donc elles étaient là, en fait, dès les années 60. Par contre, en termes de chiffres, j'ai un bouquin là qui montre une courbe de femmes dans le métal, mais entre les années 60 et 70, le chiffre est tellement petit qu'on le voit même pas sur la courbe, en fait. Il est trop proche de zéro. Donc c'est très difficile à estimer, mais en tout cas c'est extrêmement bas. Dans les années 70, on n'a pas une augmentation fulgurante de femmes, mais par contre on a un petit peu plus de visibilité. Que ce soit sur scène ou un tout petit peu plus dans les ventes de disques, etc. On va avoir essentiellement le modèle des all-female bands, avec des groupes de rock comme les Runaways et deux des musiciennes des Runaways qui vont chacune faire une carrière solo, qui va avoir beaucoup de renommée. Joan Jett d'un côté dans tout ce qui est plus rock et Lita Ford dans tout ce qui est plus métal. On va avoir d'autres groupes comme ça, comme Girls School en Angleterre, Rock Goddess, qui est peut-être un peu moins connu pour le coup. En tout cas, a posteriori, qui est moins pris comme exemple de groupe dans cette histoire des femmes dans le métal. Je rajouterais aussi Suzi Quatro, la seule leader femme d'un groupe de glam dans les années 70. Et en fait, le modèle sur lequel elles sont rendues visibles dans les années 70, c'est plus le modèle des petites sœurs qu'on aime bien, ce qu'on va appeler, je mets des grosses guillemets, hein, parce que j'ai un peu de mal avec ce terme, mais les garçons manqués. En tout cas, à cette époque, le métal, c'est quelque chose qui est fait par des hommes, pour des hommes, ils sont très nombreux. Et donc, les rares femmes qui en font, elles font comme les hommes. Chose qui va drastiquement changer à partir des années 80. Avec à la fois une augmentation chiffrée de femmes dans le métal, mais une grosse prise en qualité dans leur médiatisation et dans leur vente de disques. On va avoir autant de all-female bands comme Vixen, des choses comme ça, ou des groupes mixtes, mais avec des femmes qui sont soit chanteuses guitaristes, etc., type Lita Ford, etc. Et elles vont être, pour certaines d'entre elles, signées chez des majors. Pat Benatar, ouais, enfin, là on commence à avoir des listes où on s'arrête pas à un seul nom, en fait. Et ça c'est... ça montre aussi que ça c'est... ça commence un petit peu à se démocratiser, et en termes de représentation, vraiment plus au niveau idéologique, il y a un énorme changement qui se passe, qui est pas propre au métal, mais qui se passe également dans le métal et qui a lieu dans le monde social et dans les musiques populaires et donc dans le métal. C'est la libération sexuelle des femmes qui se voit dans le monde des arts et de la culture des années 80. On peut le voir dans les musiques pop avec Madonna, etc. Ce qui est particulièrement intéressant dans le métal, c'est que c'est la première fois dans les années 80 qu'elles ont par exemple un look qui montre qu'elles ont le droit d'être des femmes et de faire du métal. Ça y est, elles arrêtent de se déguiser en hommes en fait. Donc on peut mettre des soutiens-gorge sur scène, on peut mettre des jupes en cuir, enfin voilà, tous ces signifiants qui sont fortement associés à la féminité, au fait d'être une femme. Ça y est, on les porte sur scène et on en est fiers. C'est ça le message. Et en fait, quand on parle d'hypersexualisation des femmes, il faut bien comprendre que à cette époque, c'était pas vécu comme ça. C'était vécu par les femmes dans les années 80 comme une prise de pouvoir avec un message qui était « on est des femmes, on le montre, on se cache pas et on fait du métal et on est contente ». Et quand on parle d'hypersexualisation, c'est des discours qui sont bien postérieurs à cette période, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup moins apprécié parce que beaucoup de choses se sont passées. Donc il y a eu de la récupération après par des groupes masculins qui parlaient des femmes, type Girls de Motley Crue, ce genre de choses. Vive les groupies, c'est trop bien, vive les objets sexuels. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que ça c'est arrivé après, même si c'est très vite, hein, on parle d'une année à l'autre, mais ce qui s'est passé d'abord, c'est que c'est des femmes qui ont créé leur propre groupe. Si on prend Wendy Williams, Doro qui a commencé sa carrière solo, ce genre de choses, c'est des femmes qui étaient quand même décisionnaires au sein de leur groupe, même si elles n'étaient pas forcément toutes seules. Mais elles ont importé cette image, et c'est pas des hommes qui les ont habillées et qui leur ont dit allez, sois sexualisée. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Contrairement aux années 90, où on pense beaucoup que les deux sous-genres de métal qui vont arriver dans les années 90 sont des sous-genres qui ont été inventés par les femmes, faits par les femmes, écrits par les femmes. C'est plus compliqué que ça. Donc au milieu des années 90, il y a un sous-genre qui va tout changer.
dans l'histoire du métal jusqu'ici en 2023 de manière irréversible. Pour l'instant, c'est le métal gothique qui connaît un nombre sans précédent de femmes derrière le micro. Et quand je dis un nombre sans précédent, c'est vraiment au niveau quantitatif, parce que dès les années 90, le métal gothique, il a une proportion de chanteuses totalement inédite dans le métal, qui est de à peu près 50% de femmes derrière le micro. Et ça, c'était jamais vu avant. Les précurseurs du métal gothique, on peut dire que c'est au début des années 90, mais la réception en France, on va beaucoup parler de la France, hein, on parle de ce que je connais. La réception en France, elle se fait un petit peu en différé, en fait, dans la presse. Il y a certaines initiatives qui voient le jour avec des femmes dès 91, avec Gothic de Paradise Lost, de manière très timide, et des chanteuses sessions. Un des groupes pionniers du gothique, c'est Theatre of Tragedy, qui inclut ses premières voix féminines sessions en 93, et qui intègre Liv Christine comme chanteuse principale dès l'année suivante, 94. Mais dans la presse française, ça va vraiment se passer à partir du milieu des années 90, c'est à ce moment-là qu'on en parle. Parce qu'il y a certains disques qui ne sont pas importés en France, qui ne sont pas distribués en France, donc ils sont assez absents de la presse à ce moment-là. Ce métal gothique, il importe des nouvelles choses dans le métal, c'est vraiment la création d'une nouvelle esthétique musicale, qui n'est pas propre au métal, mais qui hybride des choses au métal. Le métal gothique, attention, c'est de mélanger du métal et du gothique. En fait, c'est de mélanger des sonorités métal qui sont plus proches du métal extrême qu'on doit plus à la guitare, et mélanger des éléments qui sont issus de la culture gothique et de la musique gothique qui sont plus amenés avec l'instrument clavier et l'instrument chant. Et l'instrument chant, il est assuré à la fois par un homme et par une femme dans la plupart des cas. Soit par un homme qui va faire un chant saturé typique du death metal, soit un chant gothique typique du rock gothique, de la cold wave, etc. à la Peter Steele. Et le chant féminin, on va aller chercher ce qu'on va appeler des heavenly voices, donc vraiment des voix avec très peu de belting, très peu d'appui. Le but, c'est de produire une voix à volume très confidentielle, presque un murmure en fait. Et ça, c'est plutôt le travail des femmes. Et elles vont être très rapidement indispensables à ce style. Ça va être difficile de faire du métal gothique, ce qu'on va appeler métal gothique, en tout cas dans la presse, chez les labels, etc. Ça va être difficile de donner le nom métal gothique à une œuvre qui n'a pas une voix féminine qui fait ce genre de son. Et ça va donner... Donc on a un pic au niveau quantitatif, un pic de femmes à partir de l'année 94 qui ne va plus jamais baisser jusque maintenant, ça passe au-dessus des 3%. Ça a triplé depuis les années 70. Ça passe au-dessus des 3%, mais ça redescendra jamais jusque-là. Et en termes de visibilité, entre 95, enfin surtout 96, enfin pour être précise 98 et 2000, on va avoir un bombardement médiatique de ces groupes de métal gothique. Les labels dans les années 90 qui sont les plus influents en termes de distribution d'encarts publicitaires, c'est les labels du métal gothique. C'est pas les seuls, mais ils sont à minima à un encart par magazine. Donc ça va être Century Media, Music Foundation, Holly Records à l'époque, 13 Bis Records qui est un distributeur important à cette époque-là, qui vont donc mettre énormément d'encarts publicitaires, de gros encarts publicitaires qui prennent une page entière, qui peuvent prendre la 4e de couverture d'un magazine, enfin vraiment les emplacements les plus stratégiques qui vont placer des groupes de metal gothique, des Theatre of Tragedy, des Trail of Tears, des Lacuna Coil, des The Gathering, des choses comme ça. D'ailleurs, Gathering, c'est le premier groupe de metal gothique qui fait la couverture d'un journal de metal dans les années 2000, Arden Heavy, si je dis pas de bêtises. Donc ça va consolider, en fait, ça va faire rentrer les femmes dans un ordinaire du métal. Elles vont devenir vraiment habituelles de la culture métal grâce à cette explosion médiatique permise par le métal gothique. Cependant, et là je vais en arriver aux années 2000, il y a aussi un effet pervers parce que c'est allé très vite. Un effet pervers qui va arriver à partir des années 2000, c'est que les femmes, donc très nombreuses et très médiatisées à cette époque par rapport aux autres jusque-là, vont vite y être enfermées à ce rôle de chanteuse gothique, et on va donc facilement s'attendre à ce qu'une femme, ça fasse du chant tout doux, du la la la,
Parce que à cette époque, fin années 90, début des années 2000, la médiatisation des figures fortes des années 80, type Doro, etc., elle est très 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 faible. On les a pratiquement oubliées en fait, ces femmes-là dans un cadre médiatique. Il y a un groupe qui va consolider cette image de les femmes font des trucs doux dans le métal, c'est Evanescence à partir de 2003, qui est un groupe distribué par Sony. Evanescence, en fait, ça va poser plusieurs problèmes à la culture métal pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un groupe qui est produit par une major et qui est essentiellement vendu en dehors des circuits métal. On va le voir dans des bandes originales de films type Marvel, ça va passer dans des médias de masse type MTV Europe 2, M6 Clip, des choses comme ça. Donc ça pose un problème à la culture métal. Ensuite, c'est inscrit dans le mouvement du néo-métal, donc ça c'est encore autre chose, mais c'est un genre de métal qui a tendance à être beaucoup contesté par des gens qui ont connu le métal avant l'avènement du néo-métal. Il y a une autre figure très très importante qui est reçue en France à partir de l'année 99, à partir de l'été 99 pour être plus précise, c'est Nightwish. C'est le groupe de métal symphonique Nightwish qui... à l'époque, dans la presse, il était vraiment comparé à plein d'autres groupes masculins qui étaient à l'époque nommés du métal symphonique, qui étaient Rhapsody, Stratovarius et Angra à cette époque. Et donc Nightwish, la musique qu'ils font à cette époque, elle est décrite exactement dans les mêmes termes que celle de Rhapsody, de Angra, etc. Et la voix aussi, en fait. La voix aussi. On dit que à cette époque dans les chroniques que c'est une voix puissante, que c'est une voix lyrique. Et c'est comme ça qu'on parlait des chanteurs de Rhapsody, de Angra, on disait qu'ils avaient une voix lyrique et puissante. Donc il n'y a pas de problème à cette époque-là. Au contraire, c'est plutôt, les chroniques elles sont hyper élogieuses, enfin dans Hard Rock Magazine ils sont dithyrambiques à cette époque, ouah, c'est l'avenir, ils ont 20 ans, c'est des prodiges, ils sont incroyables, c'est l'avenir du métal symphonique, la chanteuse elle a une voix tellement puissante. Mais en fait au début des années 2000 ce qui va se passer, il va y avoir un nœud assez complexe entre le métal gothique qui a besoin des voix douces des chanteuses, Evanescence, et le métal symphonique qui lui aussi se développe avec de plus en plus de groupes, des noms qui sont aujourd'hui qu'on connaît tous, Epica, D-Lane, Sirenia, Within Temptation, etc. L'image des femmes, elle va se cristalliser autour de ces trois pôles-là. Et ces trois pôles-là, ils vont fondre en un seul pôle, qui va être vite pris comme un modèle et comme un genre musical dans lequel les femmes vont être assez vite enfermées à partir du début des années 2000. C'est ce qu'on va appeler le métal à chanteuse. Le métal à chanteuse, j'ai pendant longtemps mis dans le même sac tous ces groupes qui me semblaient interchangeables, qui me semblaient marketés d'une façon qui ne me convenait pas, ou plutôt marketés d'une façon qui me disait ce n'est pas pour toi, tout simplement. Pourtant, quand on y réfléchit, Female Fronted Woman, donc métal à chanteuse, ça peut pas être un style musical. La période, qui va du milieu des années 2000 jusqu'à il y a pas si longtemps, a été un moment de grande confusion pour comprendre comment promotionner, comment classer tous ces groupes. Pire encore, le magazine américain Revolver faisait tous les ans un classement des hottest chicks in metal, donc les femmes les plus jolies du métal, avec en plus un calendrier avec ces mêmes femmes en tenue le plus sexy possible. Il y a eu en France des playmates du mois, il y a eu des élections des canons et des boudins de la scène métal. Le but n'est pas de critiquer, j'ai moi-même plus jeune été attiré par ce genre de choses, le but est plutôt de comprendre le chemin parcouru depuis ce moment-là. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre en quoi ce qui fonctionne pour la presse comme un genre musical, quand on met métal à chanteuse au lieu de death metal ou de métal symphonique, etc., c'est que c'est un genre musical. Et moi, mon postulat de base, c'est d'essayer de me dire, ça peut pas être que parce que c'est une fille. C'est forcément plus compliqué que ça. Sinon, à l'époque, dès le début des années 2000, Arch Enemy, on aurait dit c'est du métal à chanteuse, c'est gna gna, c'est kiki, c'est niais, c'est pour les petites filles et basta. Donc il y a forcément quelque chose de plus compliqué que ça. Alors effectivement, il y a des raccourcis qui sont faits d'une part entre le gothique et le symphonique, et pas que par la presse, hein. Mais en fait, ce qui plaît pas, c'est beaucoup de choses. Et la première bonne surprise que j'ai eue en tant que sociologue quand j'ai découvert mes résultats, c'est de voir que souvent la faute n'était pas rejetée sur les femmes en fait. En fait, c'est un style qui a tendance à ne pas plaire parce que, première chose, on va reprocher aux compositeurs d'être trop feignants en fait. Le métal à chanteuse, c'est d'abord vu par la chronique comme un genre musical qui serait un projet de label cupide.
On voit beaucoup d'extraits de chroniques qui nous disent, voilà, tel label veut sa part du gâteau, tel label veut mettre sur pied son nouvel Evanescence, ça y est, les groupes à chanteuses ont le vent en poupe, et les label managers l'ont bien compris. Il y a beaucoup de chroniques comme ça, de métal gothique et de symphonie qui commencent comme ça. Et la faute est souvent mise donc soit sur le label, soit sur les compositeurs. Et les compositeurs, c'est des hommes. Et généralement, ce qui plaît pas aux chroniqueurs, c'est l'idée que les compositeurs seraient feignants, type « ça y est, j'ai mis une chanteuse, maintenant cocotte, démerde-toi ». Et fais le taf, et chante, et fais en sorte qu'on te voit, et nous, en attendant, on va ronfler dans notre coin en faisant 2-3 power chords. C'est vraiment ça qui est reproché au métal à chanteuse, parce que souvent dans les chroniques, on va lire « ouais, la chanteuse est bien, la chanteuse chante bien, la chanteuse a une bonne voix, mais en même temps, ça nous suffit pas. Parce que nous, on veut des riffs de guitare. » C'est souvent ça qui est écrit, et il en manque. Donc en fait, ce qui est reproché très souvent dans ce métal à chanteuse, c'est une mauvaise division du travail. Donc aussi une crainte que le métal soit trop niais. On reproche à des compositeurs d'être trop feignants et de faire une musique qui est trop simple et trop majeure et peut-être trop orientée vers un public de non-initiés, un public accessible, un public du grand marché. En fait, sur le modèle d'Evanescence qui vendait le plus sur le marché non-métal et mainstream. Donc c'est vraiment ça, le reproche essentiel qu'on va faire au métal à chanteuse. Donc je résume, c'est pas la faute des chanteuses qui sont techniquement bonnes, qui font le taf, mais c'est la faute d'un groupe qui est mal divisé dans son travail et qui fait tout reposer sur elle. Donc ça a exaspéré beaucoup de chroniqueurs, ça a exaspéré beaucoup d'auditeurs, et très vite, en fait, même pas 10 ans après le début du métal gothique, donc rappelons-le, dès le milieu des années 90, on a eu des mouvements déjà de lassitude, en fait, envers ces groupes de gothique et de symphonique avec chanteuse, où on disait « ouais, encore un groupe à chanteuse, encore un groupe lyrique, encore un groupe qui fait du Nightwish, etc. » parce qu'on avait peur, en fait, que ce soit moins métal, mais pas à cause du fait qu'il y ait une chanteuse. C'est pas ça, le problème. C'est parce que on avait peur que ce soit un projet marketing qui se cache uniquement derrière une chanteuse et qui fasse chanter une chanteuse, comme on fait dans la variété, comme on peut le reprocher à la variété, en fait. Donc un déséquilibre, finalement, entre l'activité des hommes et des femmes. Et ça, c'est la première chose à noter, c'est qu'on pense souvent que le métal symphonique, que le métal gothique, c'est des projets faits par des femmes, pour des femmes, mais en fait, les groupes sont généralement fondés par des hommes, la composition est souvent assurée par des hommes, dans la moitié des cas, les paroles sont même écrites par les hommes, les chanteuses, elles sont recrutées, on demande expressément une chanteuse, ça c'est vraiment les nouveautés par rapport à ces deux genres-là de métal, et en fait, la chanteuse, elle chante, dans certains cas, elle écrit ses paroles, elle participe très peu à la composition de la musique pas vocale, elle sert d'image du groupe. On la voit souvent sur la pochette des albums, on la voit souvent en tant qu'actrice principale du clip, c'est souvent elle qui répond aux questions des journalistes, si on part vraiment dans les activités qui sont pas du tout musicales. Donc ça allait très très vite, tout ça, donc il y a eu beaucoup de lassitude et beaucoup de suspicion de bon allez, on met la chanteuse à la fois pour des raisons marketing, et il y a eu aussi une peur, et ça c'est plus de la part des fans femmes, qui ont eu cette peur de ce qu'on va appeler le tokenisme ou la discrimination positive ou ces choses-là en fait, c'est-à-dire mettre une femme parce que c'est une femme. Et c'est une question qui s'est aussi beaucoup posée, forcément. Discrimination positive, le mot est lâché. Ce mot, tout comme quota, sonne toujours comme un gros mot. Pourtant, il me semble qu'il s'agisse d'une des moins pires solutions dans une situation comme celle-là, où le système mis en place, très essentiellement masculin, ne permet pas une véritable parité. Que dis-je, l'amorce d'une parité. 3% pour rappel. Si ça peut vous aider à faire passer la pilule, c'était tout simplement l'avis de Lemmy Kilmister, le leader de Motörhead dans les années 70. En effet, après la publication de l'album Overkill en 79 et pour la tournée qui a suivi, Lemmy a exigé que ce soit le groupe 100% féminin Girls' School qui assure leur première partie. Dans son autobiographie, il le dit simplement comme ça. « J'avais envie de montrer à tous ces connards de guitaristes prétentieux que Kelly Johnson était aussi bonne guitariste que n'importe quel autre gratteux que je connais. Quand elle est en grande forme, elle jouait aussi bien que Jeff Beck. »
Et il continuera toute sa vie à privilégier les femmes dans le métal, de Wendy Williams à Siouxsie Ski. Et ça a aussi été par la suite la démarche de Nirvana et de pas mal d'autres groupes. Alors faut-il instaurer des quotas? Difficile de ma place de répondre à ça, mais ça me paraît essentiel de se poser collectivement la question. Et plus que les artistes, parce qu'il paraît finalement normal qu'un programmateur puisse programmer les groupes qu'il le souhaite selon ses sensibilités, se pose la question des techniciennes dans le monde du métal. Elles sont aussi minoritaires dans le monde des arts et spectacles, 27% environ, et elles sont évidemment encore moins dans la musique métal, dans la scène métal. Et pourtant leur présence est essentielle. Avec plus de femmes au quotidien dans les concerts, festivals et associations, la parole sexiste reculera d'elle-même et la valorisation du travail des femmes sera évidente. Il est aussi prouvé que dans des sphères où l'égalité est intégrée, les violences sexistes et agressions sexuelles reculent d'elles-mêmes. Ces dernières années, quelques groupes et associations ont été épinglés par des témoignages assez éloquents quant à des comportements sexistes ou des agressions à caractère sexuel. Il n'y a pas de meilleure solution pour faire reculer les pensées et actes rétrogrades que d'inonder la scène par du féminin. Et on a tous à y gagner. Je rappelle qu'une femme sur 3 déclare avoir subi des violences physiques ou sexuelles et qu'en 2022, 146 femmes sont mortes sous les coups d'un homme. Je ne peux que vous conseiller l'écoute du podcast Yves Hystérique qui donne la parole aux minorités du métal et donc notamment des femmes, et leurs témoignages parfois durs rappellent tout le chemin qu'il reste à faire même dans la scène métal. Je signale également l'existence du site Benchy qui est une plateforme de recrutement inclusive, et il y a également un festival qui vient d'annoncer donc 5 dates partout en France. Le festival s'appelle More Women on Stage et sera bien évidemment consacré au fait de mettre en avant des groupes avec des femmes, des groupes de femmes dans la musique rock et metal. Vous trouverez toutes les infos et liens en description. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la perception des femmes dans le métal ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais si on s'arrête là, on nivelle vers le bas. On peut toujours faire mieux. Forcément, quand on se pose cette question-là, il y a toujours une chose qui arrive en premier dont il faut parler, c'est est-ce qu'on y va au forceps avec ce qu'on appelle la discrimination positive. Que j'aime pas appeler comme ça, parce que dans discrimination positive, il y a discrimination. Et mettre une femme parce que c'est une femme, forcément, ça plaît pas à grand monde. Ça... Mais le débat, il s'oriente souvent sur « ouais, mais est-ce qu'on n'est pas obligé d'en passer par là pour rendre les femmes habituelles du métal pour qu'ensuite, on n'ait plus besoin de les mettre là parce que c'est des femmes ?» Je pense aussi qu'il y a d'autres manières d'aborder les choses en s'écartant en fait des différences hommes-femmes qui sont faites et en considérant un petit peu plus le type d'activité qui est fait. On parle beaucoup de chanteuses depuis tout à l'heure, c'est un fait, les femmes sont surtout chanteuses. C'est quelque chose qui n'est pas propre au métal. C'est quelque chose qui est propre aux musiques populaires d'une manière générale. Pour reparler de la France, en tout cas, si on prend les professionnels des musiques populaires, on a donc les derniers chiffres de l'enquête de 2001 du ministère de la Culture. Il nous montre qu'on a environ 17% de femmes dans les musiques populaires, mais on en a 8% qui font autre chose que du chant, un autre instrument que le chant, pour presque 60%, 58% pour être exact, qui font du chant. Donc déjà, ça c'est la première chose à savoir, le fait que les femmes dans le métal soient essentiellement des chanteuses, c'est pas quelque chose qui est propre au métal. Le métal a vraiment pas inventé ça. Ce qui serait vraiment pertinent à faire, c'est que on dit souvent qu'il faut encourager les femmes à faire de la batterie, de la guitare, de la basse, même si ça commence à se savoir maintenant que beaucoup de femmes font de la basse. Bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il faut leur montrer que c'est pas forcément des instruments pour les hommes, que les femmes peuvent le faire, etc. Mais je pense aussi que la chose extrêmement urgente à faire, c'est changer de regard sur l'instrument chant. Déjà, arrêter de l'opposer avec la notion de musique. Arrêter de dire... oui, mais tu fais du chant, mais est-ce que tu fais de la musique aussi ? Oui, mais tu fais d'un instrument à côté du chant. Le chant, c'est un instrument de musique. Et ça a été construit comme quelque chose qui n'est pas musical, quelque chose qui n'est pas un instrument de musique, parce que ça y est, on n'a pas fabriqué quelque chose qui est externe à notre corps, donc c'est pas un instrument de musique, parce qu'on a l'idée que si on peut parler, on peut chanter, et que les chanteurs extraordinaires ont des dons divins, des voix extraordinaires, et donc qu'ils ont acquis ces facultés en dehors de tout travail, en dehors de toute construction, en fait, et que ça leur est un peu tombé dessus, que c'est naturel. Je pense vraiment qu'on doit changer de regard sur le chant. Considérer ça comme un instrument de musique. C'est un instrument de musique. Il faut des connaissances en rythme, des connaissances en mélodie, des connaissances en harmonie, bref, des connaissances en solfège. Il faut éduquer son oreille, il faut apprendre à maîtriser son instrument, pas en jouer n'importe comment. Bref, c'est la même chose que la guitare, la batterie ou je sais pas quoi encore.
Cependant, le chant, ça reste un instrument qui est très différent des autres dans la mesure où on l'a mangé, en fait, hein, notre instrument. On peut pas changer les cordes, etc. Mais c'est un instrument qui est très, très, très capricieux. Donc ça peut mettre le chanteur ou la chanteuse en situation de décalage par rapport au groupe. Type, oh tu viens pas boire des coups avec nous ah bah non, parce que moi demain concert, donc il faut que je dorme et je peux pas m'amuser à boire de la bière, fumer, etc. parce que sinon demain plus de voix. Et quand on n'est pas chanteur, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre. Et on se retrouve vite avec une ségrégation entre le chanteur ou la chanteuse et le reste du groupe. Ouais, c'est une diva, de toute façon, il fait son chanteur, elle fait sa chanteuse, etc. Ça, c'est des choses qui arrivent aux hommes, des choses qui arrivent aux femmes. Par contre, il y a des effets très pervers de ça, c'est que, comme l'essentiel des femmes sont des chanteuses, dans le métal et ailleurs, mais parlons du métal, comme l'essentiel des femmes sont des chanteuses, par déduction, l'essentiel des femmes ne sont pas considérées comme des vraies musiciennes. Au mieux, elles sont considérées comme des gens avec un don extraordinaire, qui sont nés avec une voix extraordinaire. Chance. Voilà, pas de travail, chance. Donc il faut vraiment changer de regard sur le chant, essayer d'intégrer le chanteur ou la chanteuse dans les activités du groupe, dans les activités les plus prestigieuses aussi, c'est-à-dire la composition de la musique pas vocale, changer de discours, arrêter d'opposer le chant à la musique. Le chant, c'est de la musique, le chant, c'est un instrument de musique, être chanteur, c'est être musicien. Moi, c'est vraiment, en tant que chanteuse, la question qu'on me pose tout le temps. Et sinon, tu fais d'un instrument ? Oui, du chant. Donc voilà, ça peut vraiment aider beaucoup à la place des femmes dans le métal. Et c'est une perception qu'on décalerait non pas sur les femmes, mais sur un instrument en tant que tel. Parce que les chanteurs hommes, ils vont dire la même chose. Ils vont dire j'en ai marre, qu'on me considère pas comme un musicien, etc. Mais comme les hommes, ils sont distribués de manière beaucoup plus hétérogène dans le métal. On en a 27% qui font de la guitare, on en a 20% qui font de la batterie. En fait, les chanteurs, ils arrivent en 4e position. Donc, c'est pas l'entièreté des hommes dans le métal qui vont souffrir de cette représentation très dévalorisante, en fait, de cet instrument-là. A contrario, quand on a, une moyenne de 75 et 80% de femmes médiatisées qui font du chant, forcément, l'essentiel d'entre elles sont vues comme des pas musiciennes, qui sont ostracisées, à commencer par le reste du groupe. Donc si on peut vraiment... Voilà, c'est pour moi, en fait, en tout cas, la chose qui me paraîtrait la plus facile à faire, et qui ferait peut-être le plus de bien.